Bonjour Laurent, merci d'être présent pour cette interview. Bonjour Jérôme, merci à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, on est là pour te parler de toi et des entreprises que tu as créées, puisqu'il me semble que tu as créé 2 entreprises. Tu es donc un entrepreneur récidiviste. Ouais, c'est ça. Je vais me présenter, je m'appelle Laurent Guérard, j'ai 54 ans et j'ai créé 2 sociétés dans la région Auvergne, à Clermont-Ferrand. Je suis autodidacte et j'ai une formation G3. D'accord. Alors pour les gens qui sont un peu plus jeunes ou qui n'ont pas fait cette formation-là, G3, ça correspond à quoi? Et c'est une formation qui nous donnait des domaines de compétences en entreprise, en comptabilité, en gestion commerciale, en secrétariat, en administration. Ça nous donnait les bases pour ainsi pouvoir intégrer n'importe quelle société. D'accord. Donc ça m'a été très utile pour la création de mes sociétés. Ça fait partie des choses qui m'ont poussé pour créer les différentes sociétés. Parce que je savais, j'avais déjà des billes, je n'allais pas dans l'inconnu en gestion. Et alors de l'œuf ou de la poule, est-ce que c'est ta formation qui t'a amené à créer une entreprise, ou est-ce que c'est parce que tu voulais créer ton entreprise que tu as pris cette formation? Non. Je pense que c'est un terreau, c'est un ensemble de choses qui font qu'on prend la décision de créer l'entreprise. Dans mon cas personnel, je pense qu'il y avait l'époque, c'était le début des périodes de chômage, et un diplôme, c'est un bac G3, c'est pas non plus un diplôme où on peut faire tout ce qu'on veut, puis il faut trouver les places. Au moins en sortant de l'armée, de pas savoir quoi faire, de se dire, bah, tiens, j'ai la capacité, j'ai tous les domaines de compétences nécessaires pour monter une entreprise, et puis de faire des rencontres dans le milieu familial, aussi dans son entourage, où il y a des opportunités qui se présentent pour pouvoir se lancer. C'est ce mix finalement qui fait que on décide d'y aller. Enfin, dans mon cas, j'ai décidé d'y aller parce que j'avais eu cette formation et que j'ai aussi fait des rencontres. Et alors, question intéressante, en tout cas je l'espère, est-ce que dans ta famille, il y avait déjà des entrepreneurs? Ou est-ce que tu as fait ta brebis égarée et tu as monté ta société Non, ma grand-mère avait une épicerie par le passé. J'ai un frère qui a créé une entreprise au Brésil aussi. D'accord. Et ça, c'était avant ton entreprise? Ah oui, c'était avant. D'accord. Et un autre frère qui, je crois qu'on a dû créer les sociétés à peu près en même temps. D'accord, donc il y a un terreau familial assez fort sur l'entrepreneuriat. Oui, je crois. D'accord, ok. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ta première société? Qu'est-ce qu'elle faisait? C'était quoi son domaine d'activité? Et puis tout simplement un peu aussi la genèse du projet, de comment tu en es arrivé là. La première société, c'était un magasin de jeux, de société. J'en suis arrivé à créer mon entreprise parce que dans l'entourage familial, des personnes qui m'ont proposé finalement de m'installer en disant nous on a une opportunité dans cette ville avec un local, avec une activité, avec tout en place. Donc j'ai fait une sorte de stage pendant quelques temps avec eux. D'accord. Et après j'ai décidé de y aller finalement, de m'installer à mon compte. D'accord, donc en fait il y a quelqu'un de tes proches qui t'a proposé de prendre une boutique quelque part. C'est des proches, un entourage, et du coup ils t'ont proposé ça sur un avenir à moyen terme,
mais en court terme, bah, ils t'ont formé, ils t'ont mis le pied à l'étrier. Eux-mêmes, je suppose qu'ils avaient la même activité. C'était la même activité. Et donc du coup, en fait, ils t'ont mis le pied à l'étrier, ils t'ont montré le boulot, entre guillemets, et puis après, bah, tu as pu voler de tes propres ailes. C'est une sorte de franchise où finalement, moi dans une zone d'activité qui n'était pas la même qu'eux, on faisait des commandes groupées de marchandises. D'accord. On se réunissait pour acheter en commun des jeux de société. D'accord. Et moi je développais mon activité de mon côté et okay. Ouais, ça leur permettait aussi d'améliorer le coût de revient des produits qu'ils achetaient. Forcément, en groupant les achats, vous achetiez moins cher. D'accord. Okay. C'est super. Et ça, c'était la première activité de jeu de société. Et la deuxième, c'était une activité informatique, de développement informatique. D'accord. Donc il n'y a presque rien à voir, mais il y a beaucoup de choses que j'ai découvert en informatique grâce à la première société. D'accord. Okay. Dans la première, j'avais créé des sites internet pour le magasin de jeux. J'avais été dans je crois, le premier site e-commerce de l'Allier. D'accord. Le premier à avoir un site e-commerce avec vente en ligne, paiement en ligne. Ouais. C'était en quelle année ça? Alors ça, c'était dans les années 2000, au début des années 2000. L'activité informatique, après, elle était dans les années 2010. D'accord. Donc ta première, pour qu'on resitue un peu chronologiquement, donc ta première activité, c'était aux alentours des années 2000 96, 2000. D'accord. Fin des 90, début des années 2000. Mais le site internet créé, c'est en 98, j'avais le site internet. En 98, ce qui est déjà très en avance par rapport à même des gros sites de la région parisienne. Il n'y en avait pas beaucoup. Ouais. Il n'y en avait pas. Donc j'étais dans les premiers à avoir des sites internet. Ce qui explique le choix de l'informatique en deuxième société. Mais je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la première société. Quel statut tu avais? Alors moi j'étais en statut SARL. D'accord. À cause de la responsabilité limitée. D'accord. C'est ce qui m'avait intéressé au départ. Plus compliqué sous la forme de gestion, parce qu'il y a des comptes qui sont un peu plus compliqués, mais compte tenu du terreau que j'ai dit précédemment, ça ne me faisait pas peur. Ouais. D'accord. Donc plutôt que... alors les statuts d'auto-entrepreneur, ça n'existait pas à l'époque, mais en ce qu'on appelait un nom propre, ou en EURL, je ne sais même pas d'ailleurs si à l'époque l'EURL existait. L'EURL, elle existait. Mais même dans le choix de la société informatique, je pouvais choisir l'entreprise individuelle, et avec moins de complications, mais je ne l'avais pas fait sur le plan technique de la comptabilité, parce que encore une fois, c'est pas ça qui me... C'est plus les contraintes de paperasse à réaliser que la contrainte technique de faire le bilan, le journal, de prendre un journal, d'accord. etc. Et alors, donc tu as monté cette SARL, est-ce que tu l'as monté tout seul? Est-ce que tu avais... Alors, qui dit SARL dit forcément au moins 2 actionnaires, donc tu devais avoir au minimum un actionnaire. Oui, donc il y a beaucoup d'actionnariat familial. Et puis aussi des amis qui étaient rentrés dans la société. Et alors, est-ce que c'était des actionnaires, ce qu'on appelle des actionnaires un peu dormants, c'est-à-dire que, en gros, ils viennent pas trop regarder les comptes, ils sont là un peu pour t'aider, pour participer à l'initialisation du projet, mais en gros, la société, c'est pas vraiment leur intérêt. Ou est-ce qu'ils étaient vraiment des actionnaires actifs et ils ont participé pleinement à l'entreprise? Moi je dirais semi-actif, mais dans le sens où j'ai eu beaucoup de conseils qui étaient liés à l'activité. D'accord. Mais pas partie prenante dans le développement commercial, de pousser la croissance de la société. Donc c'était plutôt de la participation, de l'aide, mais plutôt
très macro que de l'aide au quotidien ou de la participation ou même du développement de l'activité. C'était plutôt presque de la supervision, quoi, de challenger ou du conseil. Du soutien ou du soutien psychologique. Parfois aussi. C'est très important. Ouais. D'accord. Ok. Et comment tu as trouvé cette période de création d'entreprise? Est-ce que ça t'a paru compliqué en démarche administrative, en le fait d'aller chercher des partenaires? Alors, je crois savoir que tu n'avais pas de comptable sur ta première société, puisque tu faisais tout toi-même. J'en ai jamais eu de comptable. J'ai toujours fait mes déclarations tout seul au service des impôts. J'allais les voir dès que j'avais une question. Ouais. Mais du coup, comment tu as vécu cette période-là? Est-ce que tu as trouvé que d'un point de vue administratif, c'était compliqué? Ou est-ce que voilà, ça t'a semblé comme une lettre à la boîte? En fait, la création d'entreprise, elle n'est pas tellement compliquée finalement. Quand on regarde, il y a quelques formulaires à la chambre de commerce. Moi, de mon côté, au début, j'avais cherché à obtenir des aides auprès de l'ACRE pour avoir des aides au niveau des charges. Et en soi, c'est pas tellement compliqué, mais c'est plutôt dans le mode de fonctionnement après que les choses se compliquent. Ouais. Parce que la création en elle-même, ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est assez rapide. D'accord. Et c'est pas très compliqué au final quand on réfléchit à la... Et alors du coup, si on met un petit peu le focus là sur cette première période, au-delà de la création, qu'est-ce qui t'a paru compliqué? Qu'est-ce qui t'a paru tu t'es dit quel domaine où tu t'es dit ah bah là c'est un peu plus velu que ce que j'attendais? Alors moi là où j'étais pas préparé, où je suis certainement passé à côté des choses. Donc c'est sur les facturations. Alors, pas tellement pour la première activité, mais plus pour la deuxième, pour le recouvrement des factures et les retards de paiement. Ça, je ne me suis pas du tout préparé. Et d'une manière plus générale, sur l'aspect commercial du développement de l'activité, je pense que je pensais que la compétence technique suffirait par elle-même pour trouver d'autres clients, etc. Et en fait, non, quoi. Il faut vraiment avoir une démarche commerciale et pas la mettre de côté. Donc ça, je pense, c'était un point hyper important. Il y a eu deux autres choses qui sont importantes aussi à mes yeux. C'est le fait de faire une séparation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc de ne pas arriver à cloisonner chaque activité et que... Plutôt d'arriver à cloisonner. D'arriver à cloisonner les activités. Ça, je pense que c'est problématique sur le plan personnel, pour l'épanouissement, etc. Il faut conserver la capacité de s'ouvrir l'esprit, pas de rester dans son monde ou d'entreprise. Et alors, justement, est-ce que ton logement était dissocié de tes points de vente, entre guillemets? Le premier, non, parce que j'habitais au-dessus du magasin, donc ça c'était... Et puis par la suite, l'entreprise informatique aussi, c'était à la maison familiale. Ouais. Ce qui renforce en fait ce problème de séparation, puisqu'en fait, en gros, tu prends ton café le matin dans ton entreprise et tu es chez toi quand tu travailles. Il n'y a plus de distinction, à moins de réserver des pièces et de vraiment s'astreindre à se dire cette pièce-là, c'est le bureau. Mais la délimitation psychologique, elle est beaucoup plus compliquée quand on travaille à la maison. C'est terrible. Moi, à un moment, je crois que j'ai essayé de trouver des solutions en me rapprochant de pépinières d'entreprise pour d'abord avoir un soutien. Je pensais que j'allais trouver un soutien technique organisationnel sur ma manière de gérer l'entreprise. Peut-être je pensais trouver quelque chose, et aussi surtout un local pour commencer à séparer
mon activité professionnelle en me disant bah là je vais me déplacer, je vais aller au bureau, ça sera mon lieu d'activité entreprise. Mais dans la pépinière, j'ai pas trouvé l'aide, j'ai trouvé le local, mais après c'est une problématique, j'ai pas trouvé les soutiens que je vais chercher. D'accord. Et pour en revenir aux difficultés rencontrées, après donc il y a ce qui est chronophage, je pense que c'est le troisième pour l'écueil, c'est la paperasse. J'avais fait le choix de faire moi-même mes comptes. Je sais pas si au début, je pense que j'ai beaucoup appris parce que je sais de quoi il retourne dans ma société. Je peux pas dire bah non, j'avais pas vu venir ça arriver dans les comptes parce que justement je les faisais, donc j'avais conscience de tout ce qui se passait. Par contre, avec le temps, je pense que peut-être j'aurais pu pousser cette activité, la sous-traiter, quitte à ce que ça coûte un petit peu d'argent pour dégager du temps sur la partie commerciale. Mais je pense que c'est un axe de développement que j'ai oublié de faire. D'accord. Oui, mais alors c'est une problématique aussi qui est récurrente, hein, c'est de se dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je confie à quelqu'un d'autre. Alors que ça soit un employé, que ça soit un sous-traitant, que ça soit un partenaire, que ça soit un comptable, de pouvoir. Alors souvent on a tendance à se dire bah, je vais le faire parce que ça coûte moins cher. Je sais, je dépense pas d'argent, mais c'est une vision peut-être souvent court-termiste, dans le sens où notre valeur ajoutée elle est où? Est-ce qu'elle est dans l'établissement des comptes, dans ton cas de tenir la comptabilité, ou est-ce qu'elle est sur développer le chiffre d'affaires, sur développer de nouveaux produits, etc. Je pense qu'il faut être équilibré dans tout. Et je regrette pas d'avoir monté cette compétence comptable aussi. C'est toujours important de monter ces compétences. Par la suite, ça m'a beaucoup aidé. Le temps que j'ai passé après dans le développement informatique, où là le souci c'est que je consacrais trop de temps à la technique et à mes développements pour essayer qu'ils soient au mieux du mieux quoi, possible. Et peut-être des fois il faut ça marche et puis vendre un service et être content de dire ben non c'est fonctionnel et ça fait ce pourquoi on a été appelé finalement. Et que peut-être je suis allé trop loin sur peut-être pas. Peut-être pas. Mais du coup, j'ai passé moins de temps par la suite sur les problèmes comptables. Parce que je m'étais sur ta deuxième société, sur la deuxième société. Tu as appris entre guillemets, de cette erreur-là. Alors, on peut pas parler d'erreur, mais en gros, tu n'as pas voulu répéter ce schéma de passer du temps à la comptabilité, donc tu l'as confié. Non, je l'ai fait, mais j'utilisais un logiciel de gestion comptable. D'accord. Alors que la première, je faisais tout à la main. D'accord, ok. Avec des journaux. Ouais. Bah, aujourd'hui, faire à la main, je pense que c'est avec les normes fiscales, je pense que ça serait possible de le faire. Je sais faire. Bah, c'est bien, je suis sûr que ça t'apporte beaucoup de choses, en tout cas dans la compréhension du monde de l'entreprise. Mais ceci dit, pour en revenir aux problématiques de l'entreprise, je pense que c'est des questions qu'il faut se poser par une entreprise, de dire est-ce que je vais y arriver commercialement, est-ce que ma comptabilité je vais la comprendre, parce que même si je la confie à une tierce personne, il faut que moi je sache la lire pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans mes flux de trésorerie, dans mes actifs, dans mes passifs, pour comprendre tout ce qu'il y a dans un bilan. Et il faut aussi monter en compétence un minimum sur ces deux domaines d'activité. Alors, peut-être sans rentrer dans la comptabilité pure et d'être expert comptable, des dirigeants peuvent aussi se dire bah, je me donne les moyens de contrôler ce qui se passe dans mon entreprise avec des métriques de type bah, combien j'ai en trésorerie en ce moment, combien est ma dette fournisseur, combien est ma dette client, où est mon argent, est-ce qu'il est dehors, est-ce qu'il est à l'intérieur, est-ce que je suis à jour, est-ce que je peux investir, sans rentrer dans je tire un bilan toutes les semaines pour savoir où est-ce que j'en suis.
d'avoir les chiffres clés d'une manière très synthétique, ça permet déjà de piloter l'entreprise et de se dire, ben voilà, aujourd'hui là j'ai trop d'argent dehors, donc je vais faire le recouvrement. Moi je pense que l'écueil des 3 premières années, on peut les passer en maîtrisant sa comptabilité. Parce qu'il y a des écueils quand on crée une entreprise et en maîtrisant sa comptabilité, en sachant où on va, en sachant ce qu'on a à disposition, même si on n'en a pas forcément beaucoup. Hein. Moi je sais que au niveau des charges, comme j'avais les aides de l'ACRE, j'ai pu dégager de l'argent. Donc je savais qu'à terme, il faudrait que je le mette de côté parce que ça allait arriver forcément. Donc, on me rappelle à l'ordre, il y a l'URSSAF, il y a tout qui arrive. Donc tout ça, il faut le préparer. Et de maîtriser son budget, sa comptabilité, moi ça me disait, je sais que cette année je vais pouvoir investir tant dans le stock et pas plus. Je le savais avant parce que j'avais mes financements, je les maîtrisais. D'accord, très bien. C'est important, on y passe du temps, mais il faut trouver le juste équilibre, je pense. Tout à fait. Comme beaucoup de choses, c'est la balance, le point d'équilibre, pour que ça ne soit pas penché ni d'un côté ni de l'autre. Ouais. Si on revient un petit peu sur ta première activité, est-ce qu'il y a eu une phase de croissance, de développement, tout simplement? Est-ce que tu as eu des employés? Est-ce que tu as recruté? J'ai eu un employé. Alors j'ai eu des phases de développement, c'était dû aux produits que je vendais, parce que j'ai eu des produits qui ont une forte croissance à un moment donné, et j'ai eu la chance de pouvoir les faire, de les avoir, et en exclusivité sur la zone géographique. Et là, ça m'a amené beaucoup de clientèle, et donc j'ai eu une croissance même en termes de chiffre d'affaires. Et ça m'a permis de fonctionner dans un fonctionnement à peu près normal pendant plus de 5 ans sur la première activité. C'est bien un produit qui était attractif dans le magasin. Ouais. Donc tu avais une exclusivité au moins régionale, enfin en tout cas locale, sur un produit qui était avec une forte demande. Avec une demande qui était très ciblé, ouais. Et il fallait quand même un certain pouvoir d'achat pour. D'accord. Donc c'était des produits de jeu pour des jeunes, des adolescents. Donc il faut déjà qu'il y ait un budget un peu parents derrière qui. Et donc du coup, tu as pu avoir un marché de niche sur ce produit avec ton exclusivité. Ce qui a fait que les clients poussaient la porte quasiment sans que tu fasses du démarchage commercial ou de la publicité. C'est ça. C'est le bouche à oreille du produit qui a fait qu'ils viennent chez toi. C'était pas une exclusivité de signature avec le fabricant. Il n'y avait pas d'exclusivité de distribution. Non. C'est qu'il y avait cette opportunité que moi je savais que le produit fonctionnait, et que les autres ne le savaient pas. Ouais. Tu as eu la vision du produit qui allait bien se vendre et tu étais en avance par rapport au marché. Au bout de quelques années, après, tout le monde voulait le faire. Quand on commence à développer une activité et qu'on organise des tournois, des jeux qui sont liés à cette activité, après c'est dur pour les autres d'intervenir quand on a déjà mis en place tout un tas de... Une fois qu'on est le premier, alors c'est très très dur parce que on essuie un peu les plâtres et il y a tout à faire. Mais effectivement, une fois qu'on est reconnu en tant que tel, on identifie presque la société au produit en se disant, c'est cette société-là qui fait ce produit-là et point barre. Dans un magasin, hormis une attractivité par les produits, de la communication avec des journaux dans sa zone géographique pour faire connaître, pour faire savoir qu'on vend tel ou tel produit. Après, quand c'est un petit magasin, il n'y a pas beaucoup de possibilités de croissance, d'évolution. On est lié au marché et à
au nombre de personnes qu'il y a dans sa zone de géographique. Et, enfin, on est dans une zone de chalandise et on n'a pas plus, quoi. Hormis l'activité informatique que j'avais commencé à développer. Où là, j'avais réussi à toucher des gens d'Allemagne qui étaient même venus voir le magasin parce qu'ils l'avaient vu sur Internet quand ils passaient en vacances. Et c'est pour ça que ça m'a cette activité informatique à l'intérieur du magasin de jeux, ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a fait briller les yeux. Et alors, sur cette période de croissance dans l'entreprise de jeu, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Dans les jeux, alors moi ce qui... Du fait de cette croissance, hein, ce que je voudrais te poser comme question, c'est est-ce que cette croissance, il y a eu le revers de la médaille, dans le sens où, je sais pas, par exemple, tu as accaparé tellement de temps que tu n'as pas pu développer les autres produits et que, voilà, ou est-ce que... Qu'est-ce qui... Alors, dans mon cas, je pense que c'est... après, comme j'avais démarré en ayant des aides de l'État, donc il arrive un moment aussi où la réalité nous rattrape. Ouais, il faut payer les charges sociales, il faut payer la retraite. Moi, j'avais commencé à prendre une personne, embaucher une personne, et puis ça s'était pas bien passé, donc après il a fallu payer toutes les indemnités de licenciement. Et donc heureusement qu'il y avait eu cette croissance qui m'a permis d'absorber pas mal de choses, parce que autrement ça aurait pu péricliter l'activité. D'accord. Quand tu dis qu'il y a eu des problèmes avec cet employé, c'est de quel ordre, sans rentrer dans la discrétion? C'est au niveau de la manière de gérer la clientèle, les ventes, de faire des remises à tout le monde de manière inconsidérée sur certains produits. Ok, pas forcément la fibre commerciale. En tout cas, il n'y avait pas de seuil de rentabilité sur lequel on descendait en dessous. Moi, c'était plus un problème de comportement, de hargne au travail, d'envie de faire les choses. Une personne qui n'était pas forcément très impliquée, on va dire comme ça. Qui est un peu parfois passive, on demande de faire tout, alors que des fois il y a des choses évidentes, on ne s'attend pas à devoir me demander de faire Quand on est dans un magasin, on change un peu la vitrine, on bouge les choses, on organise différemment. Mais des fois, on ne s'attend pas à tout dire, on dit tiens, mais pourquoi tu ne l'as pas fait C'est d'autant plus crucial qu'une toute petite entreprise, chaque employé, c'est un vrai choix, c'est un vrai engagement, on y met du temps, de l'énergie, de l'argent. On espère derrière pouvoir générer de la croissance, et si on place nos espoirs sur la mauvaise personne, ça coûte cher, ça coûte très cher. Ça coûte cher et puis on est très déçus. Ok, et alors, est-ce qu'il y a eu, je suppose que si tu as quitté la société de jeu pour aller vers la société informatique, comment s'est fait cette transition? Est-ce que c'est parce que la société de jeu n'était plus si rentable que ça? Est-ce qu'il y a une perte d'appétence pour les jeux? Est-ce que... Il y a les deux. En fait, moi, quand j'ai décidé d'arrêter l'activité des jeux, donc pour rappeler l'historique, au départ, j'avais des actionnaires qui m'avaient mis le pied à l'étrier, et en disant on a le local, on a tout, et bon, rapidement, moi j'ai dit le local, je veux l'acheter. Je veux qu'il soit à moi, et puis pour que le fonds de commerce puisse m'appartenir, que si je veux le relouer ou le revendre, voilà. Donc, il y a eu ça n'a pas été possible. D'accord. Donc je pense que c'était la première étape, de savoir tiens ça sera pas possible. C'était la première chose. Après il y a eu la découverte de l'informatique, de me dire en ouvrant il y a quelque chose qui va arriver. Moi je me sentais compétent pour y aller.
Même si je maîtrisais pas tout, je me disais, je sens que je peux le faire, que je peux y aller. Il y a des gens qui venaient me voir de loin, on vous a vu sur ce média, et c'est vrai que je me suis posé des questions, quoi. En 2000, il y a des touristes allemands qui débarquent à Montluçon, qui font 20 km de détour pour venir nous voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde qui fait qu'il faut pas abandonner ça. Donc ça s'est pas fait d'un seul coup. D'abord, je suis monté en compétence sur les domaines informatiques, et à l'intérieur de l'activité du magasin de jeux, j'ai commencé à nouer des contacts avec des entreprises qui faisaient des petits développements un peu du côté de Toulouse, et petit à petit, j'ai commencé à essayer de trouver des clientèles. Et donc l'activité finalement elle est arrivée progressivement dès que j'ai vu que je commençais à avoir un tout petit peu d'activité informatique, c'était pas suffisant pour vivre. Et je me suis dit je vais y aller parce que d'un côté je finance des locaux où il faut que je paye une fortune tous les mois pour louer du bâti, et puis je suis dans une activité qui est limitée. Parce que ça, j'avais compris aussi, il y a la zone de la chalandise, j'irai pas plus que le nombre d'habitants. Et tant que j'ai des produits qui marchent, que j'arrive à en trouver, mais même si j'en trouve d'autres, je serai toujours limité au chiffre d'affaires que je ferais quand j'étais dans la période de croissance. Donc ça m'avait permis de tenir au début. Comme toute phase de croissance, les produits, ils ont une vie... un seuil de rentabilité, puis ils ont une mort. Au bout d'un moment, ils déclinent. Donc à chaque fois, il faut retrouver d'autres produits qui sont facteurs de croissance, et si on les a pas, je me suis dit, soit je passe ma vie à Montluçon à chercher des produits qui vont avoir une phase de croissance, ou je me lance dans une autre activité, ou que je pense qu'il va se passer quelque chose. Donc plutôt que de rester dans une niche qui... Tu sentais que t'allais tôt ou tard, t'allais te retrouver face à une impasse. Tu as intelligemment trouvé un autre secteur sur lequel tu étais compétent. J'avais pas de revenus financiers sur ce secteur, mais je sais qu'il y avait des clients. Tu as vu le potentiel. Et je me suis dit, techniquement, je peux pas prouver que ça va rapporter de l'argent, mais je vais y aller. Là, je vais sur une voie de virage avec le magasin de jeux. D'accord. Mais c'était pas mon objectif. J'ai vu la limite du système. J'ai dit, je veux en sortir. Et alors, cette transition, est-ce qu'elle a été compliquée? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que je suppose que tu as créé une autre société? T'as pas transformé ta première société? Non, je l'ai pas transformée, je l'ai arrêtée. Donc tu as arrêté ta première société pour recréer la deuxième? Ça s'est pas fait tout de suite. J'ai commencé à essayer de facturer des clients par l'intermédiaire du magasin de jeux. Et donc j'avais des factures d'autres, pas de mon activité principale. Et du coup, mais en fait, moi je les ai pas créées tout de suite les deux sociétés. Je sais que j'ai eu une période où je suis allé au Brésil aussi, que je voulais faire des trucs pour la police du Brésil en informatique. Parce qu'ils commençaient à développer des systèmes optiques de reconnaissance. D'accord. Et j'avais été là-bas pour apprendre le portugais, puis il y avait mon frère aussi qui était. Donc j'ai passé un petit peu de temps à l'université de Brasilia pour développer des compétences. Donc j'ai passé un petit peu de temps au Brésil, et ça vit entre ces deux périodes, je me souviens. D'accord. Et je sais que j'ai mes empreintes normalement qui sont à Interpol, parce que j'ai participé à leur projet avec les informaticiens, je regardais comment ils travaillent. Donc t'es fiché, mais dans le fichier blanc et pas dans on faisait des tests avec leur système de reconnaissance. Et ça, c'était en quelle année? C'est après, ça doit être entre 2002, un petit peu après 2002, 2003. D'accord, très en avance. Une période de transition
qu'il y avait eu entre les deux activités, mais ça se rapprochait déjà du domaine informatique. Et tu es resté combien de temps là-bas? Je crois un peu plus d'1 an, à peu près. Plus d'1 an, d'accord. Et ça en venant à Clermont-Ferrand, où tu t'es dit, bon, cette fois, je me lance dans l'informatique. Dans l'informatique, je monte ma boîte. Voilà, parce que ce que j'avais vu aussi au Brésil, c'est qu'ils étaient beaucoup sur les postes Linux et qu'ils faisaient beaucoup de développement dedans avec Red Hat. D'accord. Et donc moi j'avais déjà mis un petit pied là-dedans avec la partie webmastering des sites internet, le magasin de jeux, et plus le poste fixe, les serveurs de mail pour les messageries. Donc que j'utilisais j'avais pris les adresses mail Wanadoo, mais assez vite j'avais monté mes propres serveurs de mail. D'accord. Et donc c'est suite à toutes ces expériences et j'ai dit bon, il se passe plein de choses. Je suis allé trop loin, il faut que je conclue. Je peux plus revenir en arrière. Ok. Et j'avais les contacts de sociétés en France que j'avais déjà pris dans le magasin. Donc là j'ai contacté les gens, j'ai dit bon je vais y aller, je vais ouvrir ma société, comment on peut travailler ensemble. Puis c'est comme ça que d'autres activités ont démarré avec quasiment rien au départ. D'accord. Et du coup, ça a pris tout de suite, ça a mis un petit peu de temps, c'est monté crescendo, ça a été une forte croissance. Comment ça s'est passé ces débuts? Alors, au début, c'était un petit peu difficile parce qu'il n'y avait pas beaucoup de clients. Et puis j'ai essayé de convaincre des clients d'aller plus loin. Au début, il y a eu une croissance. J'ai essayé de trouver, d'avoir pas beaucoup de clients, d'augmenter le chiffre d'affaires par client plutôt que d'essayer d'avoir trop de clients. Ouais. Et, du coup, j'ai été très fortement dépendant de quelques-uns assez rapidement. D'accord, ok. Oui. Ce qui est toujours une problématique d'avoir un gros client ou plusieurs gros clients, en tout cas qui font un peu la loi. Qui font la loi. Parce que ils savent, si en plus ils savent qu'ils rapportent le chiffre d'affaires, une grosse partie du chiffre d'affaires, des fois ils abusent et ils nous mettent à genoux. Et puis c'est les retards de paiement, c'est beaucoup de choses. Que ça, il faut préparer. On les a de toute façon, quoi qu'il arrive, même avec l'administration. Parce que il me semble que j'avais fait des choses avec des administrations, je ne sais plus ce que c'était, mais que c'était la croix et la bannière pour se faire payer. Oui, alors, ce qui rassure quelque part, c'est que c'est pas personnel, c'est que l'administration en général est très bien payer. Quand elle m'avait rappelé, j'ai dit non, je peux le faire. J'avais passé plus d'1 an pour faire payer une facture. On est une toute petite entreprise et chaque sous compte. C'est compliqué de se faire payer un. D'accord. Est-ce que là, il y a eu une phase de croissance, de forte croissance, ou est-ce que... Au début, dès que les clients... finalement, moi, j'ai réussi à atteindre mes objectifs, à passer des contrats semi-annuels avec un gros client. Donc là, dès que j'ai eu ça, après, je me suis dit, bon, ça va être mon vol de croisière au début, puis on va laisser passer... un petit peu de temps pour voir, pour aller plus loin. Et c'est là où, pour aller plus loin, il faut une volonté commerciale. Et il faut développer absolument ses compétences si on veut développer son activité. Et qu'il faut avoir le temps de le faire. Développer ses compétences commerciales. De développer ses compétences commerciales et de faire les actions commerciales, parce qu'on peut avoir de la compétence commerciale. Moi j'en avais aussi en G3, j'avais de la formation. Je sais organiser même des événements commerciaux, de monter des choses. Et le tout c'est de le faire, de prendre le temps de le faire. D'organiser des événements, de mettre en place des plans de promotion. Et là, de ce que je comprends, ton gros client,
ou tes gros clients te cannibalisaient. Alors déjà en termes de chiffre d'affaires, alors c'est un avantage et un inconvénient dans le sens où ça t'apportait un revenu récurrent puisque tu avais des contrats annuels, mais par contre ça te cannibalisait ton emploi du temps. Ça mettait tout à niveau minima pour fonctionner. Pour payer les charges sociales à minima, tout à minimum, mais ça marche. D'accord. Et au point de vue de ton temps, ça te prenait 20% de ton temps, 50% de ton temps, 80% de ton temps au moins 80%, et le reste c'est dédié pour la comptabilité, D'accord. Donc entre les 80% dédiés à tes gros clients, plus les 20% d'administratif, en fait, tu n'avais aucune possibilité, temporelle de mettre de l'énergie sur l'action commerciale et sur développer ta clientèle. Surtout que les 80%, c'est vie privée, vie professionnelle. C'est le 100%, il ne fait pas la nuance entre les deux, c'est qu'il n'y a plus de vie personnelle, et que déjà dans les 80%... Et 20%, c'est de la comptabilité sur ton temps personnel, entre la soupe et le de l'eau. Oui, c'est un peu ça. Et puis sachant que le temps qu'on passe à travailler, et que l'on va financer, ça va être 6 mois de l'année. Ce que moi je vais rapporter, je vais le reverser à l'État. Et moi, il va me rester 4 mois pour me financer. Au final, c'est ce qui se passe dans l'entreprise. Donc mon temps, il est divisé par 2 sur l'année pour l'État. Et un petit peu de ce qui reste, ça sera pour moi pour mon développement personnel, pour payer mon salaire. D'accord. Et alors, tu t'es jamais posé la question de dire peut-être que si j'emploie un commercial, je délègue cette gestion, toute la partie commerciale à quelqu'un avec un salaire minimum et puis un fixe un salaire fixe minimum et puis après une partie variable sur le chiffre d'affaires. Est-ce que c'est des choses que tu as considérées, que tu avais étudiées ou pas du tout? C'est ce que je regrette beaucoup, c'est de ne pas l'avoir fait. Je me suis posé la question un temps et je me suis dit comment je vais faire pour le recruter et comment je vais faire au début pour le financer et de trouver la bonne personne. C'est le nerf de la guerre, il est là, quoi. Dans une société, tout seul, on ne peut pas tout faire. Et encore une fois, on en revient aussi au problème de recrutement où on a une toute petite entreprise, les principaux collaborateurs, ça devient très vite des pierres angulaires et il faut pas se tromper. C'est un vrai choix c'est presque un choix de vie ou de mort des fois, de dire je recrute, si c'est pas la bonne personne, on est cuit. Parce qu'il faut payer, il y a tellement de trucs qui se passent dans un licenciement. On a un genou à terre automatiquement. Quand il arrive, surtout si on a une petite activité, qu'on est en démarrage. Alors après, si seul on arrive à développer son activité, on a de la marge. Peut-être on peut se planter dans la gauche. Dans mon cas, non, moi j'étais à la limite de la limite, c'est en dessous, je changerai tout de suite. Et alors du coup, comment s'est terminée cette expérience? À quel moment tu t'es dit, ah là, stop, j'en peux plus? Quand j'ai été sûr que ma compétence, elle était vraie, quoi. Que le service que j'apportais, il valait plus que ce que je faisais réellement. Et que l'entreprise rechignait ou à payer ou en retard, ou pas toujours. Quand tu dis l'entreprise, c'est tes gros clients qui rechignaient à payer, et tu t'es dit, par rapport à ce que je leur ramène en termes de valeur et en termes de service, de qualité de service, ça vaut plus le coup, on n'est plus dans une relation viable. On n'est pas dans le... Puis c'est pas écrit souvent, c'est des relations, on contracte à l'oral, comme ça se faisait beaucoup en France il y a longtemps, et puis qu'on dit les choses mais qu'on laisse pas de traces par écrite,
Et puis bon, après, par les faits, on dit oui, mais c'est comme ça, et on ne négocie pas, on n'est pas bien. Donc moi, je me suis dit, je me suis vraiment posé la question de dire, est-ce que ce que je fais, c'est important pour l'entreprise, oui ou non? Et comment est-ce que j'aurai une réponse à cette question? À un moment donné, je me suis dit, j'arrête ma société. Et puis, je vais leur demander s'ils veulent m'embaucher, parce que moi, ça va me simplifier la vie. Et, tu vas te débarrasser de la structure, de chercher des clients, de faire la comptabilité et de retravailler au final pour eux, puisqu'ils étaient ton plus gros client. C'est un peu comme si t'intègres la société et tu te décharges de toute la partie entreprise. Je leur ai proposé de m'embaucher. Et donc là, j'ai vraiment fait, au début, je pensais le bon choix, en me disant, finalement, ton 80% de temps, tu vas pouvoir le faire à 100%, et dans l'activité professionnelle, tu vas avoir une vie privée. Ouais. Donc au départ, le choix, c'était ça, c'est de me dire, je veux avoir une vie perso. Plus que le vol. Parce que j'avais pas réussi à le faire dans mon entreprise. D'accord. Et du coup, alors, tu as éteint ta société? Alors, elle est dans un statut hybride entre la clôture, mais elle ne peut pas être active. D'accord. On est quasiment à de la clôture, elle est encore active, mais elle est active uniquement au centre des impôts. D'accord. Mais à la chambre de commerce, normalement, elle est clôturée. Elle ne peut plus exister, la chambre de commerce. D'accord. Et alors, si c'est pas indiscret, parce qu'on déborde du cadre de l'entrepreneuriat, mais comment ça s'est passé cette embauche dans cette société? C'était assez rapide, hein, sur un point de table au restaurant. J'ai arrêté la société. Est-ce que vous voulez m'embaucher? Tant parlant, oui, non. Ils ont dit oui. Ils ont dit oui. D'accord. Et donc après je sais pas si après il y avait des arrière-pensées par la suite de se dire bon, on va faire une période de transition, puis après on va se débarrasser du rang. Après les arrière-pensées, je les connais pas. Ouais. Et alors, mais moi, j'ai pu continuer, en tout cas au début, les activités telles que je les avais pensées pour eux, pour améliorer le système d'information. D'accord. Et en étant toujours force de proposition dans tout ce que je faisais, mais tout en sachant très bien que personne ne comprenait trop qu'est-ce que je faisais dans la société. Ouais. Ça, je m'en suis rendu compte très rapidement. Quelque part, ils avaient été dépendants de moi depuis le début de l'ère informatique, quasiment, jusqu'à maintenant. Et à chaque fois qu'il y avait eu un souci informatique, c'était Laurent qui prenait le téléphone. Mais du coup, eux, ils n'ont pas cherché à savoir qu'est-ce qui se passait dans les systèmes d'information. Il y avait Laurent. Parce que je disais oui tout le temps, ok, je vais gérer le problème. Et quelque part, mes gros clients, ils ont aussi démarré avec moi. Parce qu'ils n'étaient pas gros au début. On a été sur des plateformes où ils ne seraient jamais allés sans moi. Et j'ai pas eu les retours que j'escomptais. Je me disais, au début, j'ai sacrifié, je vais monter en compétence sur les domaines, et je vais aller avec eux, je vais les faire rentrer sur les plateformes techniquement, où on avait des notes à Auchan ou au Carrefour, ils notent les prestataires en disant on vous met des notes pour la qualité de la relation informatique avec les serveurs et les soucis techniques. On avait toujours le maximum, on était toujours dans les mieux notés. Et tout ça, moi j'essayais de l'apporter en me disant un jour peut-être j'aurai retour. Ça, c'est des espoirs qui n'existent pas dans la vraie vie. Et alors, petite question technique, hein, mais est-ce que du coup la société qui t'a embauché, elle a payé toutes les factures avant de t'embaucher? Ah oui.
ils en ont fini et ils ont clôturé propre. Oui, ah oui, non, il n'y a rien de... Ok. Et du coup, tu as travaillé combien de temps pour cette entreprise? Oh, je suis resté 3-4 ans. D'accord. Et ça s'est soldé parce que... Ah, après, moi j'ai arrêté parce que je n'avais pas de reconnaissance dans ce que je faisais. Oui, c'est ça. Les personnes ne savent pas qu'est-ce qu'on fait, ils ne comprennent pas. Et ils ne sont pas reconnaissants. Ni du temps passé, ni tous les sacrifices qu'on a pu faire. En tout cas, ces personnes-là. Parce qu'il faut le faire, de monter des sociétés en disant tiens, je vais vous accompagner, vous aussi vous êtes au début. Moi j'ai créé ma société au début pour... ça vous fera une facture pour avancer ensemble. Après de dire bon, là je vais arrêter, vous pouvez m'embaucher parce que je sais que vous avez les moyens. On est monté en compétence sur plein de projets, donc vous pouvez donner un petit peu plus, quoi. Donc au bout du temps d'avoir fait tout ça, qu'on arrive à un moment où on sait, de toute façon, non, Laurent tire un peu plus loin, et puis si on n'a pas de travail à faire en informatique, t'as qu'à aller pousser des cartons, ou faire des trucs comme ça. Mais bon, au bout d'un moment, t'as pas la reconnaissance et puis t'es un peu méprisé, quoi. Tu restes pas, tu cherches à partir. D'accord. Et alors avec le recul, est-ce que tu te dis pas, déjà en tant que société, entre société et société, les relations n'étaient pas forcément super bonnes, et du coup ça se sentait qu'en intégrant l'entreprise, le comportement n'allait pas être différent. Après on se fait des fois peut-être des films en se disant parce que s'il y a une situation où les personnes elles sont comme ça, parce que il y a un contexte. On est externe et que si on est en interne, ça sera différent, ça sera plus proche. Il y a peut-être un contexte qui fait que on va se comporter comme ça, mais on se trompe des fois sur les personnes. On se dit, bah tiens, non, on peut être accompagné. Je crois que les gens ont un fond qui ont des coups qu'ils n'ont pas. Du coup, si on regarde maintenant de loin un peu ces deux expériences, qu'est-ce que tu en retiens? Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que tu en retires de points de vigilance, de choses qui n'allaient pas? Et puis, dans un second temps, ce qui vraiment a été super positif de ces deux expériences. Alors, ce qui n'allait pas, je pense c'est la séparation enfin c'est les points qu'on a déjà évoqués, séparer la vie personnelle et professionnelle, de faire la part des choses, de penser la composante de l'entreprise dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire commercial, technique, comptable, et qu'il n'y a pas un service qui est moins important que l'autre. Non, c'est vrai. Donc, ça pour moi c'est le b.a.-ba. Si je le refaisais aujourd'hui, ça serait différent, il y a tant de temps pour telle activité, tant de temps, et qu'il ne faut pas déborder. Il faut vraiment faire des activités dans l'ordre et ne pas en oublier. Par rapport au truc qui était négatif, et puis les personnes, d'être plus vigilants, je pense, d'être vigilants avec les personnes. Moi je fais confiance par nature et que j'ai peut-être tort. Je fais facilement vers des personnes qui peut-être eux vont tirer profit ou partie de la situation en se disant tiens, les bonnes pattes, Laurent on va pouvoir l'exploiter. Sur du court terme, c'est sûr que ça fait toujours mal de savoir qu'il y a quelqu'un qui va profiter de notre gentillesse. Mais sur le long terme, je pense qu'il vaut mieux être un gentil que de quelqu'un qui profite ou qui est trop sous ses gardes et qui ne donne plus. Je pense qu'il faut quand même pas se murer, mais se protéger un minimum. Qu'il faut se protéger.
qu'il faut faire plus attention. C'est difficile parce qu'on n'a pas forcément du choix, on est content quand on a un client et de se dire ah, tiens, je vais pas me protéger du client. J'en ai un gros, est-ce que je peux m'en protéger ou pas? Et c'est super. Enfin, déjà, quand la plupart des entreprises, quand on a un client, on est déjà content d'avoir un client. Et si en plus, il faut avoir le luxe de pouvoir se mettre des garde-fous, de pouvoir dire non, de pouvoir mettre des barrières. Et souvent, on a tendance à se dire, ben, si je dis non ou si je pose des limites, je risque de perdre le client. Et comme chaque client est crucial, voilà, on se laisse petit à petit, on se laisse un peu de temps. Ouais, bah, comme tu dis, c'est un luxe. Quand on démarre son activité, on n'a pas ce luxe, malheureusement. Qu'est-ce qui est positif? Ce qui est positif, c'est l'appétence pour les projets, de ne pas l'avoir perdu, d'être toujours prêt à repartir, à rebondir sur quelque chose. Je pense que ça doit faire partie de la nature, quoi, de comme on est. On progresse, quoi, sur les techniques, sur le savoir, et on n'a pas oublié de progresser là-dedans tout au long du parcours. On n'a pas perdu cette soif de connaissance et de comprendre de comment fonctionnent les choses et comment est-ce qu'on peut les mettre en place, nous, à notre niveau, dans nos activités. Oui. Surtout en tant qu'entrepreneur, on a souvent tendance à faire un peu tout du sol au plafond. En tout cas, on a un scope de périmètre et de compétences attendues qui est très très large, donc on est obligé de monter en compétences, on n'a personne vers qui se retourner en tant qu'entrepreneur. Donc on est forcément obligé d'aller toujours de l'avant, de trouver des solutions. On ne peut pas être bloqué contre quelque chose, on doit forcément en sortir. Donc si on rajoute en plus ton côté autodidacte, je sais aussi un peu de quoi je parle, on a tendance à, il y a un roc au milieu du chemin, ok, il va falloir qu'on le contourne si on ne peut pas le faire exploser ou passer dessus. Quoi qu'il se passe, il va falloir qu'on trouve une solution. C'est ça. Et puis il y a aussi le fait qu'on ne se sent pas. Il y a des personnes, ils aiment bien qu'on dise quoi faire et comment le faire. On dit tiens, toi tu fais ça. Et, parce que c'est dans le management. Et que je pense que quelque part, on a appris à. On n'a pas forcément besoin de nous dire de le faire, on va le faire naturellement. Oui, parce qu'encore une fois, ça vient avec de cette autonomie-là. C'est pas une zone de confort intellectuel où on se dit, tiens, quelqu'un m'a dit de le faire, je le fais, et puis parce qu'il m'a dit de le faire, je le fais. Je ne crois pas qu'on est dans cette autonomie-là. Enfin, il me semble. Oui, encore une fois, on gagne cette espèce d'autonomie, ce côté où de toute façon on ne peut pas se retourner contre quelqu'un, aller chercher de l'aide ailleurs parce qu'on n'en a pas ou parce que c'est cher. Et donc du coup, on est obligé, en gros, on est obligé de se faire notre feuille de route, on est obligé de se faire notre planning, on est obligé de se discipliner. Et si on n'est pas discipliné au début, on le devient parce que très vite, sinon c'est le bordel. On se retrouve à la fin du mois en se disant, le premier mois on se retrouve avec toutes les facturations, et si on a 50 factures, on se dit, non, je vais y passer l'après-midi, je vais faire autrement. Et le mois d'après, on se dit, on les rentre au fur et à mesure. Enfin voilà, on apprend très très vite sur le terrain de nos expériences, et on trouve très vite ce qui nous convient et comment on doit s'organiser pour que ça soit le plus fluide possible. Et de ce qui ressort encore positif, je pense que tous ces retours d'expérience, parfois beaucoup négatifs, c'est d'apprendre à déléguer. Je pense que de dire de ne pas repartir tout seul sur une aventure de création d'entreprise, mais vraiment d'être associé avec des personnes qui sont actives. C'est ce qu'on disait de l'actionnariat quand on a commencé la vidéo. D'avoir des partenaires qui vont être actifs, vraiment partie prenante, plus que s'investir dans le capital. Ouais. Alors c'est très, c'est très partagé en fait. Dans le cas de refaire une entreprise après qu'on ait eu une première expérience, ça dépend beaucoup de la première expérience. Il y a des entrepreneurs qui
ont vécu d'avoir des équipes, d'avoir des actionnaires, et qui, à l'inverse, vont se dire, si je remonte une société, moi je veux être tout seul. Je veux être seul je veux pas avoir des discussions de 3 heures pour négocier tel point de virgule, le truc, etc. Et je veux être seul maître à bord. Et tant pis si j'en chie, mais par contre, je suis tout seul. Et souvent, les entrepreneurs qui ont été tout seuls, qui ont chié tout seuls, se disent, mais non, en fait, la prochaine fois, moi je veux m'entourer, je veux avec des gens pour avoir du feedback, pour avoir de l'aide, etc. Mais je pense qu'il peut y avoir un compromis, on peut être majoritaire dans son entreprise. Comme on disait tout à l'heure, la vérité entre les deux, c'est toujours une question d'équilibre, de balance, et c'est surtout une question, alors déjà de contexte, de ressenti de l'entrepreneur, et puis aussi par rapport aux personnes, ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes avec qui on accroche et on sait que si on monte une boîte ensemble, on va se serrer les coudes et on va y aller et on est dans la même mouvance, on est dans la même énergie et il n'y en a pas un qui va faire tout et l'autre qui va rien faire. Et puis il y a des fois où il y a des gens qui disent bah non, monter une boîte avec lui, je sais comment ça va se finir dans 3 mois, donc c'est pas la peine. Ça, et après je pensais de troisième chose, donc c'est d'être de pas être seul, et la troisième c'est de pas être trop dépendant. Oui, ça c'est pareil, un vaste sujet pour les entreprises, c'est de ne pas tout baser sur un seul client, mais c'est comme tu le disais tout au long de l'interview, c'est d'avoir une approche commerciale, d'avoir déjà un plan commercial, de se dire en fait une stratégie commerciale, qu'est-ce qu'on vend, comment, à qui, pourquoi, quel tarif, combien de temps il faut y consacrer, à qui on s'adresse. Typiquement, par exemple, si tu es, je sais pas moi, si tu es dans la métallurgie et que tu t'adresses à des artisans très spécialisés dans la métallurgie, bah, c'est pas la peine de faire des 4x3 autour des supermarchés. Il y a très peu de chances que tu fasses de la publicité qui te rapporte sur ce moyen-là. Par contre, d'aller dans des salons professionnels, bah, c'est peut-être plus intéressant parce qu'il va y avoir plus. Donc si on ne cible pas cette clientèle, bah, on ne peut pas, on n'a pas forcément les actions commerciales qui vont avec. Mais effectivement, d'avoir une démarche commerciale, et souvent, c'est un peu, je ne vais pas dire l'erreur, mais c'est un peu le parent pauvre, la partie commerciale. Il faut vraiment avoir une démarche saine de se dire en fait à qui je vends, pourquoi, comment, combien, et pour pouvoir avancer et toujours prospecter, toujours avoir du temps pour prospecter des nouveaux types. Je pense que c'est ça qui fait partie des points positifs, c'est d'avoir appris de mes expériences, de ce qui était plutôt négatif, d'avoir pu apprendre à savoir qu'est-ce qui s'est passé, de m'être posé des questions. Là, ça m'a beaucoup aidé cette interview, justement à travers toutes les questions, de me reposer les bonnes questions, de savoir qu'est-ce qui s'était passé. Merci. Et de replacer les choses finalement dans leur contexte. Ça m'a beaucoup aidé à progresser, même moi, sur le plan personnel, pour me resituer, de me rendre compte que finalement, bon, j'avais mis beaucoup de trucs négatifs, j'en avais gardé du positif, et il y avait plus de positif que je ne le pensais finalement. Et je pense que ça fait du bien personnellement, moi personnellement, de pouvoir avoir remis les doigts sur certaines choses. Merci pour ces compliments. Je suis sûr que en fait, on regarde. C'est sûr qu'il y a des sujets qui font beaucoup souffrir les entrepreneurs et qui restent une plaie un peu ouverte. Donc à chaque fois qu'on en discute, ça vient rouvrir un peu la plaie qui n'a jamais cicatrisé totalement. Mais par contre, si on regarde le côté positif, je ne connais pas un entrepreneur qui s'est dit j'ai fait cette expérience-là et ça a été négatif sur tout le monde. Il y a forcément du positif, il y a toujours du positif et vraiment, en général, ça nous fait grandir, mais nous fait un bond plus 10 ans en termes d'expérience, en termes de maturité, quelle que soit la longueur d'entreprise, ça fait grandir les gens.
En fait, il faut éviter de dire c'est toujours la faute aux autres. Je pense que c'est pas que ça, c'est aussi nous, notre organisation, nous, notre désir on a des œillères des fois et on se remet pas peut-être en cause, on n'a pas fait de prévision. On se remet pas en question, on est trop le nez dans le guidon, comme on dit, et juste de faire un pas en arrière ou sur le côté, ça nous permet d'avoir une vision un peu plus sereine, dissociée de ce qui se passe, et des fois de prendre le bon choix. Ça n'empêche pas que les autres, les clients, tout ça, c'est pas facile. Hein. C'est sûr. C'est sûr. Monter son entreprise, c'est jamais un choix facile. Dernière question, avant qu'on s'arrête là. Quand est-ce que tu remontes ta prochaine boîte? Pas tout de suite. De toute façon, je suis engagé sur des projets. En tout cas, il faudra qu'ils soient terminés. Écoute, merci pour ton temps, merci pour cette interview. Et voilà, je te souhaite du meilleur pour la suite. Et merci en tout cas d'avoir partagé l'expérience de ton activité d'entrepreneur récidiviste, multirécidiviste. Merci pour ton invitation. Je t'en prie, avec plaisir.